quelle est la relation philosophique à la création artistique? Alors avant, non, il y avait une question intéressante. Alors Yann, je vais faire, ça va durer des heures. Te considères-tu comme un artiste? Alors aujourd'hui, maintenant, oui, pleinement et entièrement, puisque je suis même, voilà, je suis administrativement déjà un artiste. J'accepte et enfin pleinement cette formule, même si elle est toujours, il faut toujours essayer, il faut toujours expliquer au monde extérieur, être plus précis, parce qu'il y a toujours, voilà, le terme artiste est peut-être pas le plus heureux du monde, mais ça date de, voilà, on peut pas lutter contre. J'ai eu beaucoup de problèmes quand je faisais de l'illustration avec ça. Euh, je pensais qu'on était évidemment un artiste quand on fait de l'illustration, et puis finalement non, on est un illustrateur ou une illustratrice. On est dans un système commercial qui est passionnant, hein. Encore une fois, hein, c'est pas pour le dénigrer, mais on fait un travail de commande, même si on essaye d'être le plus personnel possible, la plupart du temps, on doit exécuter les désirs et parfois absurdes d'une direction artistique qui se dit artistique et ou d'un auteur, mais voilà. Même si globalement les auteurs de leur côté m'ont toujours enfin ça c'est toujours quasiment bien passé, et ils m'ont rarement emmerdé comme certains éditeurs ont pu le faire. Mais c'est comme ça, donc c'est tout ce qu'on veut, c'est des beaux métiers, hein. Encore une fois, je dénigre pas, sinon on va encore dire que je râle, mais je dénigre pas, j'en remets juste à sa place. Et ça m'a en tout cas bloqué dans cette histoire de statut finalement. Peut-être on peut s'en passer. Être soi-même, en tout cas, ça a toujours été mon objectif. Et je crois que maintenant, ça commence à venir. Et oui, je suis un artiste et j'enseigne aussi, et je peins, et je suis très heureux en tant qu'artiste, et je crèverai artiste. Donc la question, donc relation philosophique à la création artistique, finalement j'y réponds toujours un peu à chaque question. Philosophique, alors là où ça va loin, en tout cas peut-être plus spirituel bon, depuis l'école Émile Cole, avec Nicolet encore, il tentait souvent de nous faire comprendre à quel point déjà l'image c'est pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. La composition d'une image, que ce soit une couverture de livre ou une peinture, un tableau, peu importe, mais correspond à, voilà, un sens de la composition, à des lignes, à des règles, mais aussi à du sens, à des symboles. Avec Nicolet, il aimait beaucoup nous faire miroiter un petit peu un bout de son univers symbolique, très personnel, hein, et donc peut-être, c'est-à-dire que insidieusement, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas uniquement de faire des jolies images pour l'illustration, ou des jolies images, de la peinture, ou des objets pour satisfaire son ego, ou donner une raison pour justifier son existence, quoi. C'est tout ça, mais c'est surtout, surtout et surtout, en fait, maintenant j'en suis absolument convaincu, l'amorce d'une recherche philosophique peut-être, spirituelle, ça j'en suis sûr. Facile à dire. Donc là, il me faudrait absolument 15 heures pour tenter d'expliquer mon rapport à tout ça. Je me suis aperçu quand même que c'était pas anodin de faire des images, alors dans les meilleures conditions possibles, hein, c'est-à-dire voilà, tenter de créer, de raconter une histoire, de mettre en place un univers. Ça a déclenché des sensations, du plaisir. Je me suis interrogé sur cette forme de plaisir, sur l'idée de transe, et de transformation, sur l'idée de métamorphose. Tout mon parcours artistique depuis la nuit des temps est vraiment lié à une métamorphose. Alors en quoi, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai vraiment le sentiment de me transformer, peut-être pas, alors physiquement malheureusement
c'est une autre histoire, mais euh, déjà artistiquement, spirituellement, il se passe quelque chose. Je crois qu'on ne peut pas faire l'artiste si on ne s'interroge pas et si on n'essaie pas de trouver des réponses. En tout cas, je m'exprime mal. Hein, voilà, je pense que créer des mondes, des univers, ou essayer de le faire, peindre, sculpter, bosser, photographier, me permet de creuser un sillon de recherche en tout cas, et vers quoi? Vers probablement la fin de tout ça, vers l'idée qu'à un moment notre corps va fatiguer, on aura envie d'autre chose. C'est autre chose qui est intéressant d'ailleurs. Et ou en tout cas vers la mort, quoi, tout simplement, mais en la considérant comme un but extraordinaire, quoi, et probablement un passage. Bon, ben ça c'est une autre histoire. Mais à partir du moment où j'ai été élevé et formé inconsciemment et inconsciemment avec le sacré depuis ma période, mon adolescence, avec l'idée du sacré, du rapport à la nature, qui est aussi de l'ordre du sacré. Pour moi, tout est sacré finalement. Mais un sacré, voilà, c'est-à-dire que les pires mises en scène, les mises en scène post-apocalyptiques, les plus terribles qui me trottent dans la tête et que j'essaie parfois de créer, il y a, dans tout ça, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de transcendant. En tout cas, humblement et modestement, comme un petit ouvrier, euh, je ne peux plus ne pas y penser quand je travaille et de tenter donc d'essayer de comprendre et puis d'avancer comme ça. Après, ça devient compliqué d'expliquer véritablement ça. Bon courage pour le montage. Hein. Quelles sont les réflexions à la vie par rapport à l'avènement des IA? Ouh là là, alors ça, on va faire une pause. Et puis, enfin, en même temps, euh, pour moi, c'est une évidence, quoi. Mais j'en parlerai un peu plus tard. À plus. Bonjour, je m'appelle Philippe Joselon, je suis né en 1966 en Suisse, mais de nationalité française. Voilà. Alors, que dire sur la formation? Rapidement, ça va être un défi pour moi. Pour moi, la formation ou les premières expériences artistiques, en fait, elles commencent avant même l'entrée en école d'art. Et probablement pour chacun d'entre nous, même dès la naissance. Pas de souvenir de ce côté-là, mais j'ai vécu au moins la fin de mon enfance et mon adolescence en Dordogne, en pleine nature, et je crois que c'est là où se sont imposées mes premières interrogations, peut-être pas artistiques, mais en tout cas dans l'étrange, dans le mystère. Les premiers mystères, ils sont là. C'est-à-dire que j'étais assez sauvage et je passais beaucoup de temps en forêt ou voilà, dans des coins désertés. Et j'ai très vite aimé ressentir des présences invisibles ou des mondes invisibles. J'avoue que sans même comprendre ce qui se passait, j'imaginais toujours déjà énormément de choses, de présences, de personnages. Voilà, la Dordogne est toujours un coin avec une forte empreinte médiévale, et ça, je me souviens que ça m'a beaucoup fasciné. Également, surtout, une éducation catholique, d'enfant de chœur de première ou de deuxième classe, et comme beaucoup d'entre nous. Hein. Et là aussi, je pense que j'ai commencé à mon goût pour le mystère, qui n'était pas clairement défini à cette époque-là. Je me demande même s'il est encore bien défini maintenant. Mais mon goût du mystère a vraiment été, s'est accentué à travers à travers les rituels. Être enfant de chœur, on est quasiment au premier plan de tout ce qui se passe. Donc j'aimais beaucoup traîner dans ces églises romanes, très très belles, j'aimais beaucoup les odeurs, j'aimais beaucoup les jeux de lumière déjà. Confusément, je commençais, je pense, à emmagasiner de la matière.
et une matière, mais sans en faire quoi que ce soit, hein. Je ne dessinais pas plus qu'un autre ou quoi que ce soit, j'avais absolument pas confiance. J'étais une éponge, une sorte de blob, voilà, sans cerveau, mais une éponge totale et absolue. Je parle de ça parce que vraiment ça s'impose, parce que vraiment ce rapport à la nature, à l'invisible, c'est vraiment esquissé à ces époques-là. Je crois que les premières images mentales et peut-être en tout cas les premières impressions qu'on pourrait associer à ma culture artistique, elles sont, il faut les chercher vraiment dans mon enfance et dans mon adolescence. J'ai vécu en Dordogne, en pleine nature, pendant un paquet d'années, quand j'étais ado, et je me souviens que pour moi, les moments les plus marquants, vraiment les plus forts, c'était déjà dans le rapport à la nature. C'est-à-dire que moi, j'allais me perdre, entre guillemets, me perdre en forêt. J'allais partout, je prenais le vélo, j'allais traîner dans les villages ou vraiment en pleine nature. Et je me souviens d'avoir toujours été, sans être capable de l'expliquer, hein, maintenant je pourrais l'expliquer, mais d'être saisi simplement par l'idée de mystère. Pour moi, les premiers mystères sont apparus à ce moment-là, mais de manière confuse, c'est-à-dire que je me plaisais déjà à imaginer des présences amicales ou étranges ou neutres autour de moi, entre les arbres. Donc j'avais une vision presque un peu fantasmatique de ce rapport à la nature et je sais que je me sentais toujours le plus heureux dans ces moments-là. Donc j'ai encore en moi, même avant même cette période d'adolescence dans le Périgord, les premières années en Suisse, je me souviens notamment, peut-être la première image qui a généré une forme de mystère, d'interrogation mystérieuse, ça a été, je devais me promener, j'étais tout petit, je me promenais dans la neige, j'étais dans le Jura, inévitablement il y a de la neige l'hiver, et je me souviens donc en forêt, et je devais être accompagné, mais bon, peu importe, et je me souviens de m'être retrouvé devant ce qu'on trouve beaucoup en Suisse, hein, dans les campagnes, c'est une entrée de blocos, ou une espèce d'entrée mystérieuse en ciment ou en pierre. Voilà, c'est-à-dire qu'au milieu des arbres, il y avait déjà un lieu de mystère. Et ça m'avait vraiment marqué, puis ça me marque encore, j'ai encore cette vision-là. Euh, c'est peut-être, voilà, il y a cet élément-là très très mystérieux. Donc la Dordogne, j'en ai parlé, et puis aussi j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, une éducation catholique, chrétienne, catholique. Ma grand-mère était catholique, donc on n'y échappait pas, mon frère et moi, et donc j'ai été enfant de cœur, beaucoup, beaucoup, et puis j'aimais bien hein, cette fonction et surtout l'environnement lié au rituel. Les rituels, c'est très important. Il y a le mystère. Alors, en fait, les rituels et une forme de sacré, et le sacré font partie de ces mystères qui me hantent toujours, hein, depuis très longtemps, et que je retrouve maintenant et que je tente d'exploiter pour essayer pour les comprendre un petit peu. Et ça, c'est très important dans mon discours, si je dois en avoir un, sur mon travail, c'est que c'est toujours, je veux toujours emmener les gens face à une situation, à une mise en scène mystérieuse, pas forcément compréhensible, mais qui génère beaucoup de rêveries, du rêve ou du cauchemar au choix. Ensuite, ben, comme tous les gamins, les ados, je quitte la campagne, en tout cas, et je fais un parcours de lycée normal, classique, collège, lycée, sans passion ni pour l'art, ni pour quoi. Je ne savais même pas ce que c'était tout ça. J'étais vraiment un primitif absolu, mais j'en suis fier et je m'efforce toujours maintenant d'éviter parfois de savoir. Enfin bon, là je pars sur quelque chose peut-être d'un peu tordu, mais donc très vite donc il se trouve qu'à Lyon, donc je suis arrivé à Lyon et j'ai eu vent à un moment donné dans les années 80 qu'une école axée sur la bande dessinée, l'illustration,
C'était plus côté bande dessinée. Illustration, je ne savais même pas ce que c'était non plus. Mais c'était plus côté BD. Donc cette école allait se monter, se créer une école privée. Et c'était l'école Émile Cole. Donc je me suis arrêté en fin de première, alors que au grand désespoir de ma prof de dessin qui pensait que j'allais perdre mon âme dans ce monde-là, et elle n'a pas eu totalement tort. J'ai donc voilà, j'ai voulu et choisi et demandé à mes parents, à ma famille, de financer donc l'entrée dans cette école Émile Cole, qui était donc la première promotion. Donc je vous passe les aventures, mais en tout cas cette école a commencé un petit peu, là aussi j'ai commencé à, petit à petit, vous voyez, à y voir un peu plus clair. C'est-à-dire que là j'ai eu la chance d'avoir déjà quelques camarades de promo absolument formidables, et surtout des profs qui m'ont apporté ce que j'avais pas encore, c'est-à-dire un minimum de culture, puisque encore une fois, moi j'étais un petit animal, une sorte de petit cochon sauvage qui est un peu fou, un peu hanté déjà. Et grâce à notamment Jean-Michel Nicolet, qui enseignait dans cette école, à Jean Claverie, finalement à tous les autres profs qui étaient presque tous, et ça m'a beaucoup marqué, quasi tous des professionnels de leur domaine, beaucoup d'illustrateurs, de dessinateurs de bande dessinée. On avait Yves Gott, on a eu, enfin bon, toute promotion, Maurice Garnier aussi, des gens formidables, et qui nous ont mis quelques lettres un petit peu dans la tête. Je me souviens Nicolet qui avait commencé son cycle par nous donner une liste en fait d'auteurs et de peintres, d'artistes, alors évidemment du fantastique. Ça c'est important parce que c'est dans cette école que le fantastique a vraiment fait irruption dans ma vie et a commencé à me ronger sévèrement. Voilà, c'est là où j'ai appris, où j'ai découvert aussi tous les peintres de la fin du 19e siècle, les quelques auteurs aussi, les décadents, les symbolistes. Enfin, ça a été une espèce de vague de culture et d'ouverture assez phénoménale. J'ai peint, évidemment on avait énormément de peinture, énormément de dessins, donc là j'ai vraiment appris les bases. C'était encore très traditionnel puisqu'il n'y avait pas encore les outils numériques, et c'était surtout la première promotion. Donc cette petite école lyonnaise démarrait, c'était une vraie aventure qui a duré 3 ans. Beaucoup de copains illustrateurs sont passés par Émile Cole les années qui ont suivi, Didier Graffet par exemple, et puis bien d'autres. En tout cas, ça a été vraiment une aubaine pour moi, une chance incroyable, puisqu'on a pu avoir des profs comme Jean-Michel Nicolet, dont l'enseignement et le charisme nous ont complètement fascinés. On était vraiment impressionnés par ce bonhomme, par sa pédagogie, qui était une pédagogie assez libre. J'ai vraiment appris je me suis aperçu qu'on pouvait être libre, c'est se sentir, c'est avoir du plaisir finalement, le plaisir de faire quelque chose. Et moi, ça me manquait bien avant. Je ne faisais pas grand-chose en fait. Donc, Émile Cole m'a vraiment ouvert quelques portes, m'a ouvert le début d'une culture graphique, ce qui est le rôle d'une école, hein, d'une formation, le rôle fondamental, et notamment avec tous les peintres, tous les artistes, dessinateurs, peintres, la fin du 19e siècle. C'était en fait les maîtres de Jean-Michel Nicolet sont devenus aussi nos maîtres, et ça a été époustouflant et ébouriffant de joie, quoi. Moi, je me suis rempli de tout ça, de littérature aussi, avec les auteurs des mêmes époques, hein. Donc j'aimais beaucoup, notamment Huysmans, qui me fascinait, notamment le fameux Là-bas de Huysmans, qui évoque beaucoup Gilles de Rais. Alors j'avais un goût pour j'étais un peu tordu quand même, j'avais un goût pour peut-être certains tueurs en série un peu romantisés, hein. On était dans un souffle romantique assez puissant, mais romantique noir, hein, quand même.
mais c'était formidable, quoi. Donc j'ai vraiment, je me suis un tout petit peu émancipé à ce moment-là. Cette aventure m'a emmené jusqu'à un diplôme que je n'aurais probablement jamais dû, que je ne méritais pas, mais enfin bon, je l'ai eu, il m'a pas servi à grand chose non plus, mais ça m'a permis quand même, grâce à Nicolet notamment, de monter à Paris, comme on disait, comme on dit encore dans les campagnes, pour trouver du travail, pour commencer à vivre de l'illustration. Du moins c'est ce que j'ai cru. Alors moi je suis un garçon très naïf, hein, et toujours un petit peu. Enfin, faut pas abuser non plus. Donc rapidement, je me suis pris des portes dans la gueule, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque j'avais un dossier très sombre, j'avais tout ce qu'il fallait pas montrer en fait à des éditeurs qui étaient à l'époque donc essentiellement sur Paris et qui étaient à l'époque aussi, on pouvait les voir, quand même les rencontrer, ce qui est quasiment plus possible maintenant. C'est devenu un peu compliqué. Donc à force de me prendre des tôles dans la gueule, et parce qu'il fallait bien vivre et manger, et si je voulais rester à Paris, j'ai donc travaillé. Alors, dans un premier temps, j'ai donc dû trouver un job, et grâce à Nicolet, moi et mon vieux copain Mathieu Blanchin, qui était monté à Paris avec moi, on a travaillé dans une boîte de déco. Une boîte de déco qui n'existe plus maintenant et qui travaillait essentiellement pour les restaurants McDonald's, pour qui on faisait des grands décors peints à l'acrylique sur toile et qui ornaient ce qu'ils appelaient les playlands, les aires pour enfants. Donc là, ça a été la dure vie de salarié mal payé, mais en même temps, une fois encore, comme si chaque époque de ma vie, et encore une fois, je pense que c'est très banal ce que je dis, parce que ça concerne beaucoup d'entre nous, si on y réfléchit, j'ai appris quelque chose à chaque fois. Il fallait que je passe par là, donc c'était la déco, c'était donc apprendre à travailler sur des toiles de 10 mètres par 3, c'était à l'acrylique, à la brosse, et puis de se rouler dans la peinture, et surtout sur des thématiques extrêmement contraintes, hein. McDonald's, ça rigole pas, quoi. Donc c'est là où j'ai rencontré aussi un certain nombre d'artistes, hein, qui sont passés dans cette boîte, des artistes fabuleux, certains sont de mes amis, comme Thierry Cardinet par exemple, Mathieu Blanchin on s'y est croisé aussi, et puis d'autres gens formidables, quoi. Donc ça a duré peut-être 5 ans, et puis la boîte a coulé, voilà. Bon. Donc nous on s'est tous retrouvés dehors, et quel soulagement. Là, c'était la vie de salarié mal payé, mais j'ai énormément aussi appris là. En fait, chaque période de ma vie, il n'y a pas grand-chose à acheter. Je ne suis pas du tout nostalgique, mais je me rends compte rétrospectivement que j'ai appris énormément, quoi. Et la déco, ça a été formidable, quoi. J'ai appris à ne plus avoir peur du support. On peignait sur des toiles de 10 mètres de longueur par 3 mètres. Et on pouvait être seul, hein. On pouvait barbouiller allègrement tout ça. C'était vachement bien. J'ai vraiment appris à me décomplexer du format, à me décomplexer de l'outil, et même à m'amuser, quoi. C'est pendant un certain temps, à la fin. On est tous virés, la boîte coule, et on part chacun de notre côté, puisque les copains étaient aussi, les copains de ma génération, étaient aussi des jeunes gens qui voulaient être, ou illustrés, en tout cas, qui voulaient avoir leur place aussi dans le monde graphique. Donc moi, j'ai recommencé à démarcher d'une manière beaucoup moins chaotique, et finalement, j'ai pu assez rapidement, ce qui m'étonne toujours, travailler, faire de l'illustration, alors tout d'abord presque en jeunesse, ce qui est encore plus paradoxal, puisque moi, un grand amoureux des univers sombres et du fantastique, et finalement d'une culture plus pour adultes, j'ai été obligé d'apprendre d'une autre manière, et de me faire violence, et finalement, par moments, quand même parfois de m'amuser à faire de l'illustration jeunesse en couverture de livres et en illustration intérieure pour Hachette Jeunesse, très peu pour Bayard,
Ça n'a pas duré longtemps. Alors ça n'a jamais été mon grand plaisir hein, de faire l'illustration jeunesse, mais ça a été des expériences d'apprentissage. J'ai vraiment commencé à apprendre le métier d'illustrateur. On ne l'apprend pas dans les écoles, on apprend bien d'autres choses qui nous préparent à tout ça, mais là, ça rigolait pas. J'ai fait beaucoup pour Sciences et Vie Junior aussi. Ça a été passionnant parce que c'était vraiment pas dans mes univers, donc ça m'a obligé à grandir un peu plus, quoi. Et puis très vite est arrivé le Fleuve Noir, voilà, qui a été le début un peu plus sérieux de mon aventure d'illustrateur. Alors, donc, Hachette Jeunesse, dont j'ai fait quelques couvertures, j'ai fait, juste pour, parce que c'est rigolo, c'était l'époque de la collection Verte Aventure, et j'avais illustré, enfin, j'ai fait les illustrations intérieures de Belle et Sébastien, le roman très étrange de Cécile Aubry. Et tout le monde connaît Belle et Sébastien par le feuilleton, donc moi j'avais quelques-unes de mes missions d'illustrateur, c'était de faire les dessins intérieurs en noir et blanc, au crayon. Et je me souviens que ça n'a pas été simple, parce que moi qui adore tant le fantastique, et qui était venu à Paris pour faire du fantastique, là c'était quand même très difficile. Mais je m'en suis bien tiré, je crois, parce que j'ai trouvé, en jouant sur les mots du roman, finalement j'ai pu extraire des images que j'ai retrouvées il y a peu de temps et qui sont très amusantes quand on voit un peu le défi que ça consistait, quoi. Bon. Très vite, ensuite, je suis tombé au bon moment. Donc ensuite, il y a eu le Fleuve Noir. Alors là, le Fleuve Noir, grosse aventure. Je pense que c'est vraiment là où j'ai commencé vraiment à prendre mon boulot d'illustrateur. Je suis arrivé au bon moment où le Fleuve Noir, alors paradoxalement, le Fleuve Noir commençait à perdre son indépendance, mais il y a eu une espèce de renouveau de la science-fiction française. Il y a toute une génération en fait de jeunes auteurs de science-fiction qui se sont retrouvés plus ou moins dans les couloirs du Fleuve Noir, avec une presse aussi qui bougeait bien. Il y a eu une espèce de sursaut comme ça, très sympathique, très chaleureux. Et je suis arrivé à un moment où le Fleuve Noir donc, avait une nouvelle direction littéraire et voulait sortir des collections, des nouvelles collections. Et une collection que j'ai beaucoup aimé illustrer, ça a été la Bibliothèque du Fantastique. Vraiment mes premières illustrations où là enfin je faisais du fantastique. Et sous la direction de François Ducos, qui était aussi un personnage assez hallucinant, hein, qui était un commandant de police et en même temps directeur de collection, un grand passionné de littérature fantastique, de littérature policière. C'était vraiment un personnage très marrant, parce que j'allais livrer mes illustrations au commissariat de police du 5e arrondissement à Paris, et c'était très exotique. Et surtout, c'est que j'ai eu une liberté absolument totale. Voilà, j'ai échappé un peu à la direction artistique qui était en place là-bas. Euh, je, 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 et tant mieux, honnêtement. J'ai fait exactement ce que j'ai voulu, et même si ça n'a pas toujours été égal en qualité, j'assume, au moins je ne peux accabler personne. En tout cas, je me suis vachement amusé à faire ça. Il y a encore quelques images de cette époque-là dont je suis assez fier finalement. Voilà, ensuite la Compagnie des Glaces, alors en science-fiction est arrivée, création d'une nouvelle collection, toujours au Fleuve. Il y a eu vraiment une espèce d'explosion étonnante de collections, et la Compagnie des Glaces de Georges-Jean Arnaud, donc un roman, un très long roman passionnant de science-fiction et de post-apocalyptique, glacé. Et là, j'ai donc continué à faire toutes les couvertures de la réédition de la Compagnie des Glaces. Alors là, je pense que j'ai peut-être eu beaucoup trop d'illustrations à faire. C'est rare quand on peut dire ça, parce que je me suis probablement un peu perdu par moment. On ne peut pas dire que quand je revois un petit peu ces images-là, bon, j'étais très jeune. Mais j'ai énormément appris, justement, hein, on apprend en faisant de la merde, hein, souvent. Et j'ai fait beaucoup de merde, pas beaucoup, mais un certain nombre d'images dont je reste fier.
Les techniques, alors pour aller un peu plus vite, et j'ai aussi illustré à droite et à gauche, donc il y a eu une dizaine d'années comme ça, super intéressantes, très riches, et je pensais naïvement que tout ça durait éternellement. Et là, grand mal m'en a pris de penser ça. Mais bon, je ne savais pas encore. En tout cas, ça a été une époque très prolifique. J'ai découvert beaucoup de gens, beaucoup de copains. C'est là où j'ai rencontré finalement quelques collègues, amis, et certains sont devenus des amis illustrateurs, hein, puisque c'était une époque où on allait aussi dans les festivals, avec les festivals Utopial, essentiellement d'ailleurs, pour ma part, et ça a été très très sympa finalement. Que dire d'autre? Ben, ça va venir. Alors, les prix et expositions, alors dans la foulée mes expériences d'illustrateur au Fleuve Noir, peut-être le seul prix qui m'a beaucoup touché et dont je suis assez fier, c'était le Grand Prix de l'Imaginaire. Alors j'ai un problème avec les années, mais c'était aux premières Utopiales, je crois, à Poitiers, si je ne dis pas de bêtises. C'était pour justement les illustrations de la Bibliothèque du Fantastique. Et là, ça m'a touché, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, après des petits prix, c'est dans le milieu de la science-fiction fantastique, fantasy, encore que la fantasy à l'époque n'était pas encore très présente en livre. Bon, il y a peu de prix, et voilà. Mais pour moi, le Grand Prix d'Imaginaire, ça m'a vraiment ça m'a touché, quoi. Je l'ai reçu comme un encouragement. Des expos, j'en ai fait un paquet, en collective ou plus personnel, à Paris. Je ne garde pas un souvenir ému de toutes ces expositions, en tout cas des expositions que j'ai faites, hein, pour ma part. Mon, les expositions qui m'ont marqué, qui me marquent, enfin, déjà, ce seront celles que je ferai dans le futur, toujours, mais c'est surtout des expos que j'ai faites il y a quelques années, il y a peu de temps, hein, il y a peut-être 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ici en Bourgogne, puisque maintenant je vis à la campagne, les expos les plus émouvantes et qui ont bien fonctionné en plus, finalement je les ai faites ici, dans ma campagne bourguignonne, et c'est celle-ci dont j'ai envie de me souvenir. Voilà. Donc j'ai fait... alors, il faut que je précise avant d'arriver aux techniques artistiques, je vais essayer d'être le plus court possible, une fois de plus, mais c'est dur. À côté, donc, bien que j'ai fait pas mal d'illustrations à cette époque-là, j'ai toujours, comme une sorte de réflexe un peu curieux, euh, pensé ou créé en dehors de l'illustration. C'est-à-dire que finalement, comme beaucoup de mes collègues, et comme beaucoup aussi de nos maîtres, hein, quand même comme Nicolet, au-delà de l'illustration, en fait, on voulait tous être des peintres ou des artistes au sens vrai du terme. Or, l'illustration en tout cas pour moi, maintenant j'en suis convaincu, n'est pas un travail d'artiste au sens, c'est-à-dire avec toute la liberté et toute la maîtrise toute la maîtrise artistique nécessaire. Enfin, bon, j'expliquerai ça un peu plus tard, mais donc j'ai toujours cultivé ce que j'appelle mon jardin secret, c'est-à-dire toujours une série d'images, des images tout azimut, avec des thématiques toujours plus ou moins liées au fantastique, à l'étrangeté, beaucoup de nus dans ma période parisienne, j'ai vraiment aimé ça. Voilà, et je fais la jonction avec les techniques. Donc j'ai une formation donc très traditionnelle de peintre, alors un amoureux des textures. Je crois que j'ai aimé les textures depuis l'école Émile Cole, où je peignais à l'huile sur de la caséine à peine sèche. C'était un bordel absolu, mais je voulais avoir de la matière. Voilà, c'était vraiment, et les cours de peinture dans lesquels j'allais, j'aimais ça. J'aimais, c'est-à-dire de balancer, de créer une texture et après d'organiser quelque chose à partir de ces textures. Ce goût pour les textures s'est prolongé
peinture, et maintenant, enfin, et depuis quand même un paquet d'années, avec l'arrivée de Photoshop, donc du numérique, qui est enfin arrivé dans ma vie, trop tardivement pour que je puisse espérer rebondir professionnellement avec ça. J'aurais tant aimé avoir une éducation au numérique beaucoup plus tôt, mais bon. Mais j'ai appris tout seul et j'ai adoré ça. Et j'ai adoré retrouver surtout l'esprit de texture. C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai jamais été un vrai dessinateur, que ça soit un dessinateur réaliste, ça certainement pas. J'en suis même incapable, puis ça m'intéresse pas beaucoup, en tout cas de mon côté. Mais j'ai toujours aimé la touche, j'ai toujours aimé que ça déborde. Voilà. Donc avec Photoshop, je me suis amusé à retrouver ça, à intégrer aussi la photographie obligatoirement et commencer à tout mélanger, texture, photographie. Donc et finalement petit à petit, je me suis aperçu que j'étais sur une forme d'écriture, en tout cas le départ d'une forme d'écriture qui continue encore à se transformer et à grandir aujourd'hui. Mais une écriture finalement assez, je dirais pas originale, mais en tout cas qui m'est complètement personnelle. Ce qui fait que je n'ai, pour terminer sur les techniques graphiques, j'ai aucun problème avec le dessin, la peinture dite traditionnelle, et puis les outils numériques que j'aime, hein, dont Photoshop, essentiellement Photoshop, faut bien dire. Et puis, sans parler maintenant des nouvelles technologies qui arrivent, enfin des autres évolutions numériques avec les intelligences artificielles, etc., etc. Voilà, mes techniques graphiques évoluent. Je suis passé, donc il y a de la photo, il y a de la peinture, il y a de la création d'objets maintenant. C'est ce qui fait maintenant la caractéristique un petit peu du travail sur lequel je suis. Et de moins en moins d'illustrations, ça c'est certain, voire quasiment plus. Mais ça, c'est le problème de l'édition de genre, c'est leur problème, ce ne sera pas le mien, certainement pas. Voilà.